Bonjour à toutes et à tous. Je représente à cette table le secteur privé au sein du secteur culturel. Je m'appelle David Denis, je suis gérant d'une petite entreprise de presse indépendante créée sur Saint-Nazaire il y a 23 ans et dont les deux activités principales sont, je vais faire court sur la présentation, la première, l'édition d'un média culturel mensuel gratuit et des guides touristiques gratuits également. La deuxième, la diffusion de l'information culturelle sur le territoire du département de la Loire-Atlantique. L'entreprise que je dirige, c'est 6 salariés plus 5 rédacteurs auto-entrepreneurs. 150 structures culturelles sur la région des Pays de la Loire en lien et près de 1000 relais partenaires pour diffuser l'information culturelle sur le département. Je m'inscris aujourd'hui donc comme entrepreneur impliqué dans l'écosystème culturel qui ne dépend pas directement des subventions de la région des Pays de la Loire, mais plutôt de l'équilibre budgétaire d'un secteur mis en difficulté par l'annonce des coupes annoncées par Madame Christelle Morancet. Je tenais à souligner aujourd'hui que la culture existe aussi grâce à de nombreux travailleurs indépendants, femmes et hommes, et des entreprises privées, souvent de petite taille, qui prennent des risques parce qu'ils croient pleinement à l'utilité des arts et du spectacle vivant. Ce qui signifie que le service public culturel et le secteur privé sont liés. Qu'il faut considérer qu'une subvention est, en plus d'être une aide indispensable pour le soutien à la création, à la production et sa diffusion, elle est une impulsion qui favorise à tisser un maillage sur les territoires, qu'ils soient régions, départements, communautés de communes ou villes. Je souhaite prendre quelques exemples dans le secteur privé pour illustrer mes propos. Quid de l'économie des cafés qui organisent des concerts avec leur trésorerie ou qui sont souvent partenaires des festivals et qui font vivre la ville? Quid de l'économie des restaurants qui accueillent les artistes et les publics avant ou après les spectacles et qui font vivre la ville? Quid de l'économie des librairies qui sont partenaires et qui vendent des livres pendant les événements littéraires, si ce n'est le caviste ou le food truck qui installe une buvette ou une petite restauration pendant les événements et qui font vivre la ville? Quid des commerçants qui bénéficient des passages des festivaliers ou des gens qui s'arrêtent chez eux avant d'aller au cinéma et qui font vivre la ville? Quid de l'économie des hôtels, des chambres d'hôtes et des campings, indispensables pour héberger ceux qui viennent visiter la ville quand la culture la rend attractive et qui font vivre la ville? Quid de l'économie des graphistes, le plus souvent indépendants, qui font les affiches des événements culturels que les nombreux commerçants posent sur leurs vitrines et qui font vivre la ville? Et les community managers, j'ai presque fini, qui font le relais d'information sur les réseaux pour que notre jeunesse se déplace au concert, dans les librairies ou dans les bars. Et les artistes, les techniciens, tous ces intermittents et autres salariés indépendants en lien avec la culture, sans qui tout ça ne marcherait pas. Auprès des associations culturelles, petites ou grandes, qui ont besoin du soutien de la région des Pays de la Loire pour faire rayonner la création et le spectacle, mais aussi participer au dynamisme de la cité avec le concours de ses habitants, c'est quasi une ville entière, pour prendre l'exemple de Saint-Nazaire, qui participe à la bonne santé de la culture. Alors oui, l'économie de la culture contribue à faire fonctionner l'économie d'une ville. Et pour une ville de taille moyenne comme Saint-Nazaire, en mutation, qui essaye de se refaire une beauté, elle aurait besoin doublement de la culture pour être plus vivante encore. Et pour finir, Madame Morancet a souvent répété que l'emploi était un de ses objectifs. Son annonce nous prouve le contraire. Avec ces mesures, c'est un plan social important et inédit qui se profile. Aussi, sur la forme, on sait que pour qu'une prise de décision soit satisfaisante, elle nécessite le dialogue et la concertation. On pourrait ajouter aussi la confiance réciproque. Là encore, elle nous prouve le contraire.